Des mandats d'arrêt internationaux ont été réclamés contre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, mais aussi des dirigeants du Hamas pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire réellement? Que risque-t-il? Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. C'est le sujet à la une des actualités du jour. Et au passage, vous l'aurez vu, je serai encore en voix off une bonne partie de la semaine. Désolé pour ça, j'ai beaucoup enchaîné ces dernières semaines. Là, en l'occurrence, c'est pour des tournages de plusieurs interviews que vous allez pouvoir retrouver dans les prochains jours. Et après ça, promis, on sera de retour à Paris pour un bon bout de temps. Bon, déjà pour commencer, un petit peu de contexte ne fait pas de mal. La CPI, donc la Cour pénale internationale, c'est une institution judiciaire internationale qui a été créée pour juger les personnes qui sont accusées des crimes les plus graves. C'est peut-être des génocides, des crimes contre l'humanité ou alors des crimes de guerre. La CPI, elle a été créée avec le Statut de Rome, qui est un traité adopté le 17 juillet 1998 et qui est entré en vigueur le 1er juillet 2002, et ce, après sa ratification par près de 60 pays. Concrètement donc, aujourd'hui, le procureur de la Cour pénale internationale a demandé des mandats d'arrêt contre plusieurs personnes. Tout d'abord, ils ont été requis contre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, ainsi que Yoav Gallant, qui est le ministre de la Défense d'Israël. Le procureur estime en effet, je cite, avoir de bonnes raisons de penser que leur responsabilité pénale est engagée pour des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité commis dans le territoire palestinien de Gaza. Par ailleurs, on peut aussi noter que des mandats d'arrêt ont été requis contre 3 dirigeants du Hamas, qui est derrière les attaques du 7 octobre en Israël et qui est au pouvoir dans le territoire palestinien de Gaza. Il s'agit concrètement de Mohamed Deif, qui est le chef de la branche militaire du Hamas, de Yahya Sinwar, qui est le chef du Hamas dans la bande de Gaza, et enfin d'Ismaël Haniyeh, qui est le chef politique du Hamas. Et là aussi, le procureur estime que leur responsabilité pénale est engagée pour des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité commis sur le territoire d'Israël et l'État de Palestine. Alors concrètement, de quoi ces dirigeants sont accusés? Dans le cas de Benjamin Netanyahou et de Yoav Gallant, ils sont accusés notamment, je cite, d'affamer délibérément des civils, d'homicide intentionnel, de diriger intentionnellement des attaques contre la population civile, d'extermination, de meurtre, mais aussi de persécution, selon le communiqué qui a été diffusé par la Cour pénale internationale. Je vous mets le lien en description. Les dirigeants du Hamas, quant à eux, sont accusés notamment d'extermination, de meurtre, de prise d'otages, de viol et violences sexuelles ou encore de torture, toujours selon le communiqué de la CPI. Alors attention, parce qu'il y a eu beaucoup de confusion et des informations erronées qui ont été véhiculées par certains médias en début de journée. Il faut noter ici que c'est une demande qui a été formulée donc par le procureur de la Cour pénale internationale, mais cette demande, elle doit être désormais validée par les juges de la CPI. Par ailleurs, autre élément important, la Cour pénale internationale, elle ne dispose pas d'une force de police qui serait capable d'arrêter ses dirigeants. En fait, elle compte sur la coopération des pays qui ont signé et ratifié le statut de Rome que j'évoquais à l'instant. Et là, c'est un point assez important puisque la France, par exemple, a signé et ratifié ce statut de Rome, mais ce n'est pas le cas des États-Unis, d'Israël ou encore du Qatar. Il y a donc peu de chances que ces pays coopèrent pour tenter d'arrêter ces dirigeants dans le cas donc où les juges valident ces mandats d'arrêt. C'est ce qui fait donc que les personnes accusées ne sont pas systématiquement arrêtées puisque si un État refuse de coopérer, là en l'occurrence par exemple Israël ou encore le Qatar dans le cadre de dirigeants du Hamas, eh bien il est difficile pour la CPI de procéder à quelconque arrestation. Alors en théorie, dans le cas où des mandats d'arrêt seraient effectivement émis après validation par les juges et dans le cas où les personnes seraient arrêtées, eh bien à ce moment-là, les accusés sont transférés à la cour à La Haye pour être jugés. Mais encore une fois, là, on n'en est absolument pas ici. La première étape, c'est donc la question de la validation par les juges. Dans tous les cas, c'est une actualité qui est très importante. Il va falloir observer les réactions dans les prochaines heures. Il faut savoir que Benjamin Netanyahou avait déjà été interrogé le 30 avril dernier sur la possibilité d'un mandat d'arrêt émis contre lui. Il avait alors déclaré, je cite, qu'aucune décision, que ce soit à La Haye ou ailleurs, ne portera atteinte en aucune manière à notre détermination d'atteindre tous les objectifs de la guerre. Fin de citation. Par ailleurs, la réaction des États-Unis va être intéressante à observer alors que les débats aux États-Unis concernant le soutien à l'armée israélienne sont de plus en plus importants. On verra donc ce qu'il en est. Là-dessus, je vous mets des liens en description et vous pourrez aussi suivre tout ça dans les prochaines heures directement sur notre compte Instagram. Je pense que vous le savez. Alors avant de passer aux actualités en bref avec Léa, on continue avec une deuxième actualité internationale majeure. Là aussi, on vous en a parlé sur Instagram ce week-end. C'est la mort du président iranien Ebrahim Raïssi ce week-end dans un accident d'hélicoptère. Il faut noter que le ministre des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdollahian, est également décédé dans le crash. Les deux dirigeants iraniens revenaient d'une visite en Azerbaïdjan
l'Azerbaïdjan. Et donc ce dimanche, sur le chemin du retour, l'hélicoptère dans lequel se trouvait le président iranien avec son ministre s'est écrasé dans le nord-ouest de l'Iran. Alors une élection présidentielle va être organisée dans une 50aine de jours pour désigner son successeur. En attendant, c'est le vice-président qui le remplace. Cependant, il faut quand même noter que celui qui a réellement le pouvoir dans la République islamique d'Iran, ce n'est pas le président, mais c'est bien le guide de la révolution, ici Ali Khamenei, qui a 84 ans. Il faut savoir que ce crash intervient dans un contexte de forte tension entre l'Iran et Israël. On a déjà eu l'occasion d'en parler. Et par ailleurs, au sein même de l'Iran, le régime iranien fait face depuis quasiment 2 ans à une forte contestation d'une partie de sa population, notamment depuis la mort de Mahsa Amini, une jeune femme de 22 ans, décédée quelques jours après avoir été arrêtée par la police car elle ne portait pas son voile correctement. Par ailleurs, depuis son arrivée au pouvoir en 2021, Ebrahim Raïssi est connu pour avoir réprimé dans le sang ce mouvement de contestation anti-gouvernementale, avec notamment des exécutions. Alors, à l'annonce de sa mort, certaines célébrations ont été aperçues en Iran, alors que le régime fait face à une impopularité qui est très importante. En tout cas, un deuil national de 5 jours a été décrété ce lundi. De nombreux chefs d'État et de gouvernement ont rendu hommage au président iranien. On continuera évidemment de vous informer aussi là-dessus. Je vous laisse avec Léa pour les actualités en bref qui sont aussi très importantes, vous allez le voir, et je reviens juste après. Merci Hugo et salut tout le monde. On commence avec cette actu. Emmanuel Macron a convoqué un nouveau conseil de défense ce lundi pour tenter de trouver une solution à la crise en Nouvelle-Calédonie. Ce territoire d'outre-mer français fait face à des émeutes depuis une semaine. En fait, les indépendantistes, donc ceux qui sont favorables à l'indépendance du territoire vis-à-vis de la France, protestent contre une réforme constitutionnelle qui vise à élargir le nombre de personnes qui peuvent voter pour les prochaines élections locales. 6 personnes, dont 2 gendarmes, sont mortes depuis le début des émeutes et 240 émeutiers ont été interpellés en une semaine, selon le haut-commissaire de la République, qui est le représentant de l'État français sur l'archipel. Alors face à ça, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin avait annoncé ce samedi le lancement d'une grande opération impliquant plus de 600 gendarmes pour, je cite, reprendre totalement la maîtrise de la route entre Nouméa, la capitale de la Nouvelle-Calédonie, et l'aéroport. À noter que l'aéroport de Nouméa, qui est fermé depuis le 14 mai, ne rouvrira pas avant ce jeudi. Finalement, cette opération, qui a été lancée à l'aube ce dimanche, a permis de neutraliser 76 barrages, mais à la mi-journée, la plupart ont été réinstallés, selon des journalistes de l'AFP présents sur place. On continuera à suivre ça. Deuxième actu, la Ligue des droits de l'homme s'est alarmée, je cite, d'atteintes croissantes aux droits et libertés en France lors de son congrès qui se tenait à Bordeaux jusqu'à ce lundi. La Ligue des droits de l'homme, c'est une ONG de défense et de promotion des droits humains et des libertés fondamentales en France et à l'international. Et en l'occurrence, ce week-end, elle a dénoncé l'usage disproportionné et indiscriminé de la force publique lors des rassemblements en France, comme lors du rassemblement contre les méga-bassines à Sainte-Soline en mars 2023 qui avait causé des centaines de blessés. Elle a aussi dénoncé la multiplication des mesures d'interdiction, comme lors des rassemblements de soutien à Gaza. Son président, Patrick Beaudouin, a critiqué dans son discours certaines décisions de l'État, comme le fait de supprimer la fin du droit du sol à Mayotte, un département d'outre-mer français. Concrètement à Mayotte, et uniquement à Mayotte, il ne sera plus possible pour une personne de devenir française si ses parents ne sont pas français. Troisième actu, à Taïwan, un pays d'Asie que la Chine considère comme une partie de son territoire, le nouveau président Lai Ching-te a appelé justement la Chine, je cite, à cesser ses intimidations politiques et militaires lors de son discours d'investiture ce lundi. Il a également remercié les Taïwanais d'avoir résisté à l'influence des forces extérieures. Élu en janvier, Lai Ching-te a succédé à Tsai Ing-wen, présidente de Taïwan pendant 8 ans et qui a toujours refusé de reconnaître les revendications de la Chine. De son côté, Lai Ching-te a promis ce lundi que le gouvernement taïwanais maintiendrait un statu quo, donc la souveraineté de Taïwan, sans pour autant déclarer une indépendance formelle. Si vous voulez en savoir plus sur l'histoire de la Chine et de Taïwan, je vous renvoie à notre vidéo sur le sujet qui est disponible sur notre chaîne principale, le lien est en description. Quatrième actu, en Afghanistan, un pays situé à l'est de l'Iran, le groupe État islamique a revendiqué ce dimanche dans un communiqué une attaque dans le centre du pays qui a fait 6 morts, dont 3 touristes espagnols. Les victimes ont été visées par des coups de feu vendredi dernier dans la ville touristique de Bamiyan, alors qu'elles voyageaient en bus. Cette attaque est la première contre des touristes étrangers depuis le retour au pouvoir des talibans en 2021 en Afghanistan. Cinquième actu, ce lundi, nous sommes à 100 jours des Jeux paralympiques de Paris qui commencent donc le 28 août, mais seulement un tiers des billets pour l'événement ont été vendus. C'est ce qu'a confirmé la semaine dernière le comité d'organisation des Jeux. Cependant, à ce stade, le rythme de vente des billets est jugé normal par les organisateurs par rapport aux précédentes éditions à Londres au Royaume-Uni et à Rio au Brésil. Pour vous donner une idée, aux Jeux paralympiques de Londres en 2012, plus de 2,7 millions de billets avaient finalement trouvé preneur, dont 600 000 dans les dernières semaines précédant la cérémonie
cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Certains sports affichent déjà complet, comme le paratriathlon, l'escrime fauteuil ou le paratir. Enfin, dernière actu, l'association d'entraide alimentaire Linky a lancé ce lundi le hashtag J'ai la dalle pour lutter contre la précarité étudiante et appeler au don. L'association invite les jeunes à poster des photos de leur frigo vide sur les réseaux sociaux pour rappeler que la pauvreté étudiante persiste. Selon une étude publiée par Linky en février, 3 étudiants précaires sur 4 ont moins de 100 € par mois de reste à vivre pour s'alimenter, se soigner, s'habiller et se cultiver. Cette étude a été menée grâce à des entretiens et déclarations de 5115 jeunes qui bénéficient justement de l'aide alimentaire. Selon l'association, les étudiants et étudiantes interrogés proviennent d'Île-de-France, de Bordeaux, de Lyon, de Toulouse et de Lille et sont issus d'établissements différents. En tout cas, selon un porte-parole de l'organisation, entre 4 à 5 millions de demandes ont déjà été enregistrées sur les plateformes d'inscription pour bénéficier d'une aide alimentaire cette année. Merci beaucoup Léa pour ces actualités en bref. Alors je le disais, puisqu'il y a beaucoup d'actualités en cours en ce moment, on suit aussi l'évolution de toutes ces situations directement sur Instagram. Le nom du compte, c'est Hugo Décrypte. Je le disais, dernière semaine en voix off. Pour moi, j'étais pas mal en déplacement cette semaine, mais je serai de retour en fin de semaine. Prenez soin de vous, prenez soin de nos proches, et puis on se dit à demain pour une nouvelle vidéo.